Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous demander de rejoindre des places assises, s'il vous plaît. Même jusque et y compris certaines sur lesquelles c'est écrit réservé pour les derniers arrivants, si vous voulez, devant. Alors, déjà bienvenue et merci d'être venu là sous un chouette soleil ce matin, ce qui vous embêtera peut-être à un moment donné et heureusement qu'on finit avant la fin de la matinée. Très heureuse de vous accueillir ici. Je dirige la fabrique de la Cité qui loge ici avec d'autres compagnons comme Léonard qui donne le nom au lieu aussi. La fabrique de la Cité, c'est un think tank dont le seul mécène est Vinci, et qui a pour principale préoccupation l'aménagement du territoire, et les transitions urbaines, l'urbanisme et toutes les questions qui se posent en ce moment dans la transformation des villes. Et la fabrique, au fond, son boulot, souvent, c'est de se rapprocher, c'est en étant un généraliste curieux, de se rapprocher des gens qui savent, en essayant de faire dialoguer l'état de l'art de la recherche, l'état des préoccupations des collectivités et l'état des meilleurs savoir-faire opérationnels. Ça, c'est souvent notre petite recette. Et comme on est spécialiste de rien du tout, il nous arrive souvent de co-construire, pour être plus intelligent, des échanges et des dialogues avec des partenaires de choix. Et donc, on n'est jamais trop de deux fabriques pour fabriquer. C'est dans ce contexte qu'on est vraiment co-constructeur d'un certain nombre de projets avec la fabrique écologique. Si vous pensez que les meilleurs dialogues sur les enjeux du vivant, la relation au vivant, notre relation au vivant ou notre relation tout court, non pas au vivant comme une chose posée devant nous, mais les relations que nous tissons entre vivants, c'est probablement aussi de ça qui va être question ce matin, et la ville. Alors, il faut deux fabriques, et les deux fabriques sont réunies ce matin pour le premier rendez-vous d'un cycle de 4 matinées. Et c'est avec grand plaisir que je vais tout de suite laisser la parole à Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, qui va animer ce débat. Et puis, avec grande impatience, que je vais écouter ces intervenants nous parler des animaux en ville et de la façon qu'on pourrait avoir de mieux cohabiter. Lucille, c'est à toi. Merci Céline, merci. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là, d'animer ce débat. Je vais rapidement dire ce qu'est la fabrique écologique, en dehors du fait d'être une fabrique comme la fabrique de la Cité. C'est un lieu de réflexion qui existe depuis 2013 et qui a la particularité, qui n'est pas une ONG, qui a la particularité de vouloir installer une sorte de culture générale autour des enjeux écologiques. C'est-à-dire que nous travaillons aussi bien sur les questions climatiques que sur les questions de biodiversité, que nous souhaitons favoriser des débats qui soient des débats informés et que parfois sous forme de controverses, et que nous avons aussi à cœur d'installer cette culture du débat autour du lien entre démocratie et écologie. Ça nous semble être aujourd'hui un enjeu essentiel. Et sans plus tarder, donc c'est ça qui nous a permis de faire le lien avec la fabrique de la Cité. Sans plus tarder, nous allons commencer ce débat qui fait partie, comme le disait Céline, d'un cycle, un cycle qui s'appelle Vivant en ville, où nous traiterons également d'autres sujets comme les sujets d'alimentation ou les sujets de mobilité, les sujets de démocratie aussi. Et nous avons souhaité commencer à l'initiative d'ailleurs de membres de l'équipe de la Fabrique écologique par cette question de l'animal en ville, parce que autant on parle souvent de nature en ville, de renaturation de la ville, autant la question des animaux n'est pas envisagée souvent, ou en tout cas n'est pas identifiée souvent dans le cadre de ce thème plus général de la nature en ville. Lorsqu'on pense nature en ville, on pense en règle générale plutôt végétale, on pense forêt, on pense jardin partagé, mais cette question de l'animal, c'est assez différent.
Peut-être aussi parce que l'attachement à l'animal, la proximité à l'animal de compagnie, qui n'est pas l'animal de rente, celui qu'on exploite pour la production, pour la production, qu'il s'agisse de viande, qu'il s'agisse de lait, qu'il s'agisse d'en faire en tout cas un élément de production, ou l'animal sauvage, on l'envisage moins dans le cadre de l'animal en ville. Et je pense que ce qui est intéressant avec nos 3 intervenants, c'est qu'on va pouvoir envisager ces liens à l'animal dans leur diversité. Je vais donc vous présenter rapidement. Alors, ce sont 3 hommes, mais ils mériteraient, ce sont des hommes déconstruits, et ils mériteraient certainement d'être des femmes. Je dis ça en rigolant. Donc, Henri Bonny, vous avez été commissaire de l'exposition Paris Animal en 2023 au pavillon de l'Arsenal. Et donc, vous êtes architecte de formation. Benjamin Allegrini, vous êtes naturaliste. Vous avez écrit un essai très salué qui s'appelle L'ADN fantôme, quand l'invisible laisse des traces, où vous nous avez invités à considérer cette question de l'ADN qu'on imagine plutôt dans les séries policières comme un ADN environnemental. Vous avez développé là-dessus une méthode particulière, d'ailleurs, pour tracer cet ADN et nous aider au fond à prendre conscience de ce qu'est l'environnement et l'écosystème dans nos vies, comment on interagit avec elles. Vous avez aussi cofondé avec Alain Damasio l'école des vivants dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis Paul Klotz, vous avez une vie sérieuse, vous êtes administrateur à l'Assemblée nationale, mais vous avez aussi une vie parallèle où vous êtes passionné par la nature et le fait d'empêcher la brutalisation de nos vies. Et vous avez écrit pour la Fabrique écologique sur les enjeux de sensibilité à la nature. À l'époque, on avait discuté du roman de Gaspard Koenig, Humus, et de la façon dont, au fond, ces questions de nature s'invitent maintenant dans nos vies, mais aussi au cœur du politique. Et donc, c'est vous 3 qui allez d'abord exposer et ensuite débattre sur toutes ces questions que soulève cette place de l'animal en ville et cet enjeu de la cohabitation. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu que dans cette campagne municipale qui s'achève à Paris, les candidats ont fait des propositions concernant l'animal en ville, enfin en règle générale plutôt les chiens, pas les animaux en ville de manière générale, qu'il s'agisse de consultations vétérinaires solidaires, de parcs canins plus nombreux, du fait qu'on puisse prendre l'ensemble des transports en commun avec son animal. Il y a eu une sorte de clientélisme vis-à-vis des propriétaires d'animaux qui s'est déployé pendant cette campagne municipale. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais signe, mais ça signifie en tout cas que leur visibilité et leur place est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'il y a encore quelques années. Voilà. Donc, Henri, je vous passe la parole pour évoquer cette exposition Paris Animal, un petit peu sa genèse et ce qu'elle nous a appris sur la place de l'animal dans notre ville de longue date. Bonjour. Alors, Céline. non, mais je passe. Ah, Lucille, je passe. Et nous. On y est presque. Formidable. Bien, bonjour. Donc, effectivement, moi je suis architecte. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec Léa Mosconi, qui est mon associée, sur la question de l'écologie en architecture. J'ai eu mon bac en 2005. On a eu du coup nos études dans la fin des années 2010, enfin fin des années 2000. Et on était un peu... c'est un moment où il y a eu une pression assez forte pour parler d'écologie, mais pour parler d'écologie par le biais de la question, surtout de la question énergétique. Et donc il y a eu la question du développement durable qui s'est imposée à nous. Et en fait, en tout cas dans le cadre des études, dans le cadre d'un projet étudiant, parler de l'isolation, on comprenait bien que c'était important, mais en fait on saisissait assez vite qu'il y avait un petit peu une pauvreté de ce que pouvait amener cette question de l'énergie face aux interrogations qu'on avait pour la planète, pour le climat, pour l'évolution de la ville. Et donc on a commencé à travailler plus, nous, en tout cas on s'est posé la question de l'imaginaire que convoquaient ces questions du changement climatique. Comment est-ce qu'il nous amenait à revoir notre rapport aux autres, à revoir notre place dans la ville. Et on a
on a fait une exposition et un entretien avec Bruno Latour en 2017 qui s'intitulait... l'exposition s'intitulait « Dessiner le monstre moderne ». On a fait un entretien avec Bruno Latour sur la question de la figure du monstre dans ses textes. Donc le monstre, c'est, une des définitions, c'est une présence, quelque chose qui est présent avec nous, mais on n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce que c'est. On ne peut même pas vraiment le comprendre parce qu'il est régi par des règles autres que les nôtres. Et donc, on sent qu'il est là, mais c'est une expression qu'on ne peut pas vraiment saisir. Donc bon, là, je vous ai mis un petit dessin de cette présence d'un renard, dans une grille qui est déformée. Donc la grille pourrait représenter la ville. Le renard, il a son monde, donc on voit que... Du coup, nous, avec l'exposition Paris Animal qui est venue après, ce qu'on a voulu explorer, c'est cette question de la cohabitation avec des êtres qui sont régis par des règles qui sont un peu différentes des nôtres. Pour la petite histoire, l'exposition, elle devait d'abord être uniquement, spécifiquement sur la ménagerie du Jardin des Plantes. On voulait proposer au pavillon de l'Arsenal une exposition qui présenterait 8 projets d'architectes, 8 imaginaires sur un avenir de la ménagerie si on décidait qu'on arrêtait l'enfermement des animaux. Donc vraiment, l'origine de l'exposition, c'est ce lieu de la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est un lieu assez incroyable, qui a été créé, je ne sais pas si vous le savez, mais au moment juste après la Révolution française, 1793, Bernardin de Saint-Pierre défend la création d'une ménagerie pour sauver des animaux qui étaient en difficulté. C'était les animaux de la ménagerie de Versailles qui étaient en train d'être mangés parce que plus personne ne s'occupait d'eux, et les ours des saltimbanques parce qu'ils disaient que ces pauvres animaux vivaient avec les mauvaises mœurs, subissaient les mauvaises mœurs de leurs propriétaires dans la ville et que ce n'était pas correct qu'ils soient là dans la ville. Donc la ménagerie, c'est à l'origine un lieu de défense de l'animal quelque part, même si bon, c'est un peu discutable, mais je trouve que c'est un point intéressant. Donc l'exposition, alors là je commence par la fin. C'est une exposition qui nous a amené à rencontrer beaucoup de spécialistes dans différents champs. Effectivement, nous un peu pareil, c'est vrai qu'on n'est pas spécialistes, donc on va chercher des gens qui étaient compétents. Donc on a rencontré des écologues, et là, ça c'était la dernière partie de l'exposition où on présentait 6 pistes pour la ville, et avec ces dessins là qui sont en fond, qui ont été dessinés par Adrien Krief. Donc on a vraiment attaché une importance à essayer de montrer par des objets plastiques un petit peu raconter toutes ces histoires. Et donc là, les 6 conclusions, peut-être je les ferai pas toutes, mais travailler, par exemple, le premier, c'était on voit un parc avec une fouine qui se promène, travailler des seuils entre les humains et les animaux, parce qu'en fait, parfois, la présence de l'animal, elle peut être gênante parce que en ville, elle peut être gênante parce qu'il est trop près de nous, ou qu'il y a une distance qui n'est pas correcte, et l'humain peut se sentir en danger, et finalement travailler des seuils, travailler des distances, c'est le cas dans le parc m'échappe, mais en tout cas c'est un travail de l'architecte, ça, de travailler des changements de niveau. Donc c'est ce que vous voyez sur la maquette par exemple, tout à droite, il y a un espèce de terrain un petit peu vague, mais en fait il est un peu plus haut, et du coup on peut s'imaginer qu'il peut y avoir une faune, ça peut être un endroit qui serait sanctuarisé que pour l'animal, mais en tout cas vu qu'il est un peu à distance, peut-être que l'humain ne serait pas gêné de sa présence. Il y avait d'autres pistes, dont celle peut-être qui est tout à la fin. Vous voyez le dessin qui est tout à droite, c'est la question du sol, l'importance du sol. Alors c'était assez étonnant parce que au moment où on a fait l'exposition, c'est également le moment où il y a eu la loi ZAN qui a été promulguée. Donc la loi ZAN, zéro artificialisation nette, donc une loi très très forte, assez forte sur la question de la protection de la biodiversité, quand on sait que vraiment l'origine de la vie, il se fait dans le sol, et il se fait dans un sol de pleine terre, avec le lien avec la roche au fond. C'est aussi ce que raconte cette maquette, l'importance de ce sol pour l'émergence de la vie. Et en fait, le dessin qui est juste à gauche du sol, c'est un dessin qui raconte l'importance des friches dans la ville, l'importance d'avoir des poches dans la ville qui soient des lieux pour accueillir l'animal. Et un jour, pendant qu'on était alors qu'on présentait l'exposition, un matin, j'écoute la radio. Excusez-moi, bon, je viendrai, mais j'écoute la radio, et là j'ai été un peu désespéré parce que j'entends un parlementaire, je ne sais plus exactement qui raconte, qui dit à la radio: non mais je veux absolument rassurer les maires,
ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours construire, car dans la ville, il y a encore beaucoup de friches que l'on peut construire. Et donc là, tout à coup, moi, je me suis dit, mais en fait, ok, on va protéger les sols, mais on va construire les friches. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de biodiversité en ville. Ça vient notamment des friches. Et il y a un très beau livre d'Audrey Muratet sur les friches de la Seine-Saint-Denis qui montre l'importance de ces lieux. Et en fait, ce que j'entendais à la radio, c'est que la loi ZAN, c'est toujours complexe, quoi. Il y a la loi ZAN, mais si on construit toutes les friches dans la ville, finalement, on aura un peu abouti la disparition de l'animal en ville. Donc, parce que quand même, effectivement, ce que racontait cette exposition, c'est quelque part une disparition. Là, vous voyez, il y avait toute une partie historique. Donc, on présentait 54 fragments. Donc, c'est vraiment des petites histoires ponctuelles sur des présences animales dans la ville. Et là, par exemple, au milieu, la grande carte, c'est la carte des abattoirs de Napoléon. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, il y avait une centaine d'abattoirs qui étaient, des boucheries en fait, qui étaient elles-mêmes des abattoirs qui étaient au bord de la Seine, et donc on mettait l'animal à mort en plein cœur de la ville, ce qui posait beaucoup de soucis de cohabitation parce que si on n'arrivait pas, il y a des histoires où il y a des bœufs qui ne meurent pas du premier coup de hache, donc qui se met à débouler dans la rue et à causer, voilà. Évidemment, il y a la présence du sang, de l'odeur, tout ça, et donc Napoléon a fait créer 5 abattoirs autour de Paris. On est en 1805, je sais plus. Non. Désolé, à l'époque j'étais vraiment hyper bon, là j'ai un tout petit peu. Ce qui est sûr, c'est que les abattoirs étaient autour de 1850, ont été créés autour de 1850, 1800, et en fait, dès 1860, dès la fin du 19e siècle, les abattoirs qu'il a créés, qui étaient en dehors de la ville a tellement grandi, peut-être grâce aussi à la création des abattoirs, qui a permis l'apport d'une nourriture assez abondante. La ville a tellement grandi que les abattoirs doivent être changés, et on recrée la Villette, les abattoirs de la Villette, qui sont vraiment... là, c'est carrément une gare SNCF, il y a des trains qui arrivent, non, c'est pas SNCF, mais il y a des trains qui arrivent dans la ville, il y a une espèce de mécanisation de cette mise à mort. Il y a une autre petite histoire, là, une autre petite image qui est présente. Je suis désolé, je n'ai pas mis les images en grand, mais au moins là, vous avez un peu une partie de cette histoire. Mais une histoire qu'on trouvait assez intéressante, c'est... on a un peu botté en touche pour parler des rats. On était très embêtés quand on a fait cette exposition, parce que... on nous a dit non, mais vous ne parlerez pas des rats, parce que le pavillon de l'Arsenal, c'est assez proche de la ville de Paris, donc c'était pas évident de parler de ce sujet. Mais on a quand même évidemment décidé d'en parler, mais on en a parlé par l'histoire en fait et par la création des égouts. La création des égouts, c'est Alphand, qui était un ingénieur qui au même moment que Haussmann, décide de créer ce grand réseau d'égouts. Il y a 60 km d'égouts qui sont créés très rapidement dans la ville, donc c'est vraiment le symbole de l'hygiénisme. Les gens vont arrêter de jeter leur eau partout et la ville va devenir plus propre. Et en fait, on crée les égouts, on crée le territoire des rats, on crée le royaume des rats. Et donc là, il va y avoir un développement évidemment exponentielle de cette petite bête qui est présente depuis l'Antiquité, mais qui trouve un territoire qui lui sied parfaitement. Et donc il va y avoir les Parisiens vont être rémunérés quand ils rapportent des queues de rats. Donc si les Parisiens tuent des rats, et on va les rémunérer à la queue de rat, mais évidemment les malins feront des élevages de rats, donc assez vite ils vont arrêter cette politique de lutte. Donc un des gros travaux pour nous, donc on a travaillé avec des spécialistes, avec le muséum, avec Frédéric Giguet, qui est un ornithologue qui travaille au muséum d'histoire naturelle. Frédéric Giguet, c'est celui qui bague les corneilles. Peut-être que vous avez déjà vu les corneilles dans Paris qui sont baguées. C'est lui qui les attrape dans le jardin des plantes ou dans le jardin des Tuileries, en les appâtant avec de la viande et une petite boîte. Et ensuite, il leur met ces bagues à la patte. Et si jamais vous allez voir, il y a un site qui s'appelle corneille.org où vous pouvez suivre la vie des corneilles. Donc les bébés, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont. Tout ça, c'est très intéressant. Donc là, ça, c'est la présence donc nous, on avait tous ces renseignements, j'espère que je ne suis pas trop long, tous ces renseignements des ornithologues. Et là, nous, notre travail, ça a été beaucoup de repérer où est-ce que les animaux habitaient, de donner forme à leur carte. Et on est architecte, et on voulait donner forme et montrer ces recherches avec des cartes qui soient un peu parlantes. Donc ça, c'est des cartes qu'on a produites en linogravure. Donc il y a la présence des moineaux, la présence des cerfs à Paris et la question de la trame verte. Ça, c'est un outil de gestion de la ville et de la métropole, qui est cette question des continuités dans la ville.
la trame verte, donc la présence des cerfs, la présence des sangliers. Bon, mais je vais arrêter là. Sur la ville, on est allé ensuite à la Villa Médicis pour parler d'animal, mais je pense que c'est pas forcément le sujet là aujourd'hui. Voilà, on va rester sur ça. Merci beaucoup, Henri. C'est assez passionnant. Et ce qu'on voit aussi dans ce que vous nous dites, c'est que donc c'est l'histoire d'une disparition. Ça, vous nous dites. Alors, est-ce que la disparition peut être suivie ensuite je ne sais pas, d'une renaissance? Enfin, ça, c'est un point sur lequel on va discuter avec Benjamin et Paul. Mais ça me semble important. Disparition progressive, parce que peut-être on ne veut pas voir la mort aussi de l'animal. Et puis, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des animaux qui sont invisibles. Mais les rats, par exemple, c'est quand même grâce à nous qu'ils se sont installés dans la ville. Donc, c'est une disparition. Mais certaines espèces s'installent aussi grâce à nous. Donc, il y a une sorte de cohabitation qu'on n'a pas anticipée, imprévisible. Et d'une certaine façon, c'est peut-être ça l'intérêt de notre relation à l'animal, c'est qu'elle ne soit pas prévisible. Ça me semble important. Benjamin, et pouvez-vous aussi nous évoquer la façon dont on donne un statut à l'animal et dont, au fond, il échappe à ce statut? C'est un peu ce que nous montrez avec l'ADN fantôme, quelque chose que nous n'avions pas anticipé. Il y en a là aussi, d'ailleurs. Ah oui, je ne l'avais pas vu, mince. Oui, peut-être aussi, là depuis le début, on a parlé, Lucille, tu as parlé des plantes, on vient de parler du renard, on vient de parler du rat, des corneilles, et se rappeler que finalement, ces êtres vivants et notre manière de les percevoir est très largement conditionnée par nos sens et par les outils qu'on va utiliser. Je le rappelle assez souvent, mais on ne connaît à l'échelle de la planète que 20% du vivant, donc dit autrement, 80% nous échappent totalement, et 95% de ce vivant fait moins de 5 mm. Donc lorsqu'on parle des êtres vivants, et particulièrement de ceux qu'on a en ville, c'est directement corrélé à ce qu'on est capable d'observer, d'entendre, de voir, mais aussi de mesurer par nos outils. Donc c'est là où effectivement, ce que tu disais au travers de ce que nous on développe, notamment l'ADN environnemental, ça va nous permettre de détecter un certain nombre d'êtres vivants qui étaient totalement passés sous les radars. Et donc ça aussi, ça va conditionner bien sûr la manière dont on va les considérer, la manière dont on va les protéger, mais je vais y revenir juste un peu après. Et maintenant, si on est dans le cadre de Paris et du thème de notre conférence, intramuros, c'est aujourd'hui un peu plus de 3400, 3500 espèces végétales, animales qui ont été référencées. Et à l'intérieur de tout ça, si on prend le cas des oiseaux qui vient à l'esprit, ou les mammifères, c'est à peu près, ça varie selon les années, mais entre 60 et 70 espèces d'oiseaux qui nichent intramuros. Donc ça peut paraître beaucoup, ou au contraire pas beaucoup. À l'échelle du Grand Paris, c'est plutôt 110 espèces d'oiseaux, et à l'échelle de l'Île-de-France, on est plutôt à 160 espèces d'oiseaux nicheuses. Si on regarde maintenant les mammifères, c'est 25, 26 espèces de mammifères intramuros, dont 11 qui sont des chauves-souris. Les libellules, c'est une petite trentaine d'espèces. Les poissons, on a la Seine, une trentaine d'espèces aussi. Donc là, on voit également que quand on parle de cohabitation en ville, de quelles espèces on parle. Systématiquement, en fait, ça renvoie à certaines espèces qu'on a évoquées là. Mais ce n'est pas toutes les espèces pour lesquelles la cohabitation se pose, en tout cas de notre prisme. On peut aussi se poser la question de leur prisme à eux, comment se passe la cohabitation avec les êtres humains. Probablement un peu moins bien, puisque d'ailleurs, une bonne partie des espèces d'oiseaux, si je reviens aux oiseaux, diminue. On est, depuis les années 90 à peu près, on a perdu au global 30% des populations d'oiseaux intramuros. Et dans ces 30%, il y a des disparités qui sont extrêmement importantes. Il y a des espèces qui vont augmenter, des espèces qui vont diminuer. L'hirondelle des fenêtres, par exemple dans Paris, a quasiment disparu. Le moineau domestique est en train aussi de disparaître. Le verdier, le serincini, ça, ce sont des oiseaux qui progressivement disparaissent de Paris. Et à l'inverse, on a parlé tout à l'heure, tu as parlé de la corneille noire. La corneille noire, elle, est en augmentation. Elle est arrivée dans les années 70 dans Paris, et puis au cours des années 90-2000, s'est mise à se développer de manière assez importante pour notamment, à cause d'un programme, le programme Vigipirate, qui a nécessité d'installer des poubelles avec un film transparent
et donc qui a été intéressant pour les corneilles, qui ont clairement identifié qu'à l'intérieur de ces sacs poubelles, il y avait de quoi se nourrir, et donc à profiter de cette décision d'aménagement pour développer ses effectifs. Aujourd'hui, la population est en train de se stabiliser, mais on voit comment aussi les populations fluctuent avec des disparités assez importantes. Donc voilà, ce que je voulais rappeler, c'était ça, c'était la perception qu'on a de cette nature en ville et la réalité. Et de la même manière, la cohabitation ne se pose pas du tout de la même manière, voilà, parce que on a évoqué le rat, qui est un exemple, et peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard. Mais toutes les espèces ne posent pas de difficultés particulières dans la cohabitation. Merci beaucoup. Alors, Paul, lorsqu'on a travaillé ensemble à la Fabrique écologique, c'était au fond sur les enjeux de sensibilité et aussi de bien-être, de mieux-être, au fond, que procure la relation à la nature. Ça me semble assez évident que l'animal, au sens d'animal domestique, de compagnie, puisse prendre place dans cette approche-là. Mais par rapport à ce que viennent de rappeler Henri et Benjamin sur les animaux invisibles, les animaux qui ne sont pas de compagnie, la présence d'animaux sauvages ou invisibles, comment est-ce que, par exemple, le naturaliste Vincent de Victor a mis des caméras pour regarder la façon dont les animaux, notamment du côté de Nantes, sont dérangés ou pas par rapport à nos trajets, à nos mobilités, et comment, au fond, le contournement, la façon dont ils s'invisibilisent est lié aussi à notre présence. Et on se rappelle du renouveau de la nature pendant notre propre confinement. Nous les confinons en permanence et ils se déconfinent quand nous sommes confinés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Et aussi comment l'animal prend place dans une perspective plus globale par rapport à cette sensibilité à la nature? Très bien, merci beaucoup. Alors, effectivement, moi je suis expert associé à la Fondation Jean Jaurès et j'écris beaucoup sur un sujet de philosophie politique qui est l'expérience sensible, c'est-à-dire la manière dont ce qu'on éprouve par nos 5 sens détermine ce que nous sommes. Et en un sens, je me rattache à l'idée d'une partie de la philosophie du XVIIIe siècle, les empiristes, qui disent que nos jugements, nos pensées, notre regard sur le monde, il est complètement déterminé par notre expérience que nous nous faisons du monde. Et cette idée, sur laquelle j'ai beaucoup écrit en matière de lien à la nature, elle se vérifie véritablement. Je voudrais vous parler d'un élément qu'on appelle le syndrome d'amnésie environnementale générationnelle. Des psychologues américains ont démontré que le degré d'interaction que nous avions avec la nature, c'est-à-dire le degré d'expérience sensible, la voir, l'écouter, l'entendre, s'immerger, marcher au grand air, déterminait l'idée référentielle qu'on se faisait de la nature. C'est-à-dire si je grandis dans une nature complètement appauvrie, sans manifestation de richesse ou de diversité, je vais avoir l'idée que par défaut, la nature c'est quelque chose d'assez pauvre, et donc je ne serai pas incité à protéger l'environnement, puisque ma référence de base, elle sera nécessairement réduite. Et donc on comprend très vite le rôle très important qu'a la végétation et qu'a le lien à l'animal dans la ville, dans la nature, entre l'homme et son environnement, pour déterminer sa propension à réaliser la transition écologique, la bifurcation écologique, et à avoir des actions en faveur de l'environnement. Et alors, dans ce que je dis, il y a 2 dimensions. Il y a le lien avec le végétal, le monde végétal, comment est-ce qu'il peut favoriser notre désir de protéger l'environnement. Et ensuite, je vous propose d'essayer de tirer l'hypothèse vers le monde animal. Sur le monde végétal, c'est très clairement établi, plus vous augmentez l'exposition à la nature, plus vous avez cette incitation dont je parle. Et des études en sociologie et en psychologie ont même montré qu'en tendance, les militants écologistes étaient ceux qui, dans leur enfance, avaient eu des expériences les plus riches et les plus diverses avec la nature.
Donc il y a une prédisposition à l'engagement écologique à l'âge adulte en fonction du degré de fréquentation de la nature dans l'enfance et du degré des manifestations de la nature que vous vivrez. Mais la nature, c'est pas... la proximité à la nature, l'écosensibilité, comme je l'ai appelé, la sensibilité à la nature, ce n'est pas qu'une question d'incitation à la transition écologique. On voit aussi que cette sensibilité à la nature, elle présente des effets politiques secondaires extrêmement importants et qu'on sous-estime énormément. D'abord, sur la réduction de l'anxiété et du stress. Toutes les études sont unanimes pour montrer qu'une exposition prolongée à la nature, par exemple via une balade en forêt, réduit durablement les indicateurs de stress, d'anxiété, de dépression, la fréquence des émotions négatives éprouvées et augmente votre bien-être mental. On remarque aussi que l'immersion dans la nature, et donc d'où l'intérêt de végétaliser en ville, augmente la santé physique. Lorsque vous avez une chambre d'hôpital qui donne, et que vous êtes en convalescence, qui donne sur un arbre, vous avez en moyenne une durée de convalescence post-opératoire qui est réduite de 0,7 jours par rapport à si votre chambre d'hôpital donne sur un parking. C'est impressionnant. On voit même que ça a des effets cohésifs sur la cohésion sociale extrêmement importants. Il y a un psychologue spécialiste de la question environnementale qui s'appelle Jordi Stéphan qui a écrit une thèse en 2016 à l'Université de Bretagne occidentale où il a fait une expérimentation au fond assez simple mais très révélatrice. Vous vous baladez dans un parc, vous dites bonjour aux gens et vous comptez combien de fois les gens vous répondent par un bonjour ou par un signe d'affection. Et on a plus 60% dans un parc par rapport à dans une rue ou dans une zone minérale. Donc ça, c'est les effets sur la cohésion sociale. Je ne veux pas vous noyer sous les études, mais il y en a qui sont extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Je vais en citer une dernière. Vous prenez 2 complexes résidentiels extrêmement défavorisés à Chicago, dans la banlieue pauvre, et vous regardez les familles monoparentales, donc les mères célibataires, les mères célibataires qui s'occupent de leurs enfants. Le degré de violence intrafamiliale ou d'agressivité des mères à l'égard de leurs enfants diminue quand le HLM a vue sur la forêt ou vue sur la nature par rapport à une vue minérale, en raison de la capacité restaurative de la nature. C'est-à-dire que quand vous êtes au contact de la nature, vous retournez plus vite vers des états de calme et des états de sérénité. Donc ça, c'est pour le lien avec la nature nature végétale, avec la flore, qui est très établie. Maintenant, reste à savoir si la question de cette sensibilité à la nature comme source d'une multitude de bienfaits est transposable au monde animal. Est-ce que si je fréquente en ville une multitude d'animaux, j'aurai plus d'incitation à la bifurcation écologique, j'aurai plus de bien-être mental, j'aurai plus de bien-être physique et j'aurai une meilleure cohésion sociale dans ma société. Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Et en fait, il y a assez peu d'études sur le sujet. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que scientifiquement, ce qui est très établi, c'est le lien à l'animal domestique, dont on sait qu'il constitue un soutien émotionnel extrêmement important pour les personnes qui ont des animaux domestiques. Et on sait aussi qu'en France, c'est un élément culturel très fort. Il y a 67% des Français qui disent qu'ils ne pourraient pas être en couple avec une personne qui n'aime pas les animaux. Il n'y a qu'à peu près 15% des Français qui n'ont jamais eu au cours de leur vie des chiens ou des chats. Et donc, on sait que avoir un animal domestique, c'est un soutien psychologique et émotionnel très fort, par différents canaux, par le fait que ça vous forge une identité, vous avez un sens, par le fait qu'en vous occupant de votre animal, vous oubliez vos propres problèmes, si vous avez des troubles anxieux ou dépressifs, etc. Il y a même des témoignages qui expliquent que des conduites suicidaires ont pu être évitées parce que des gens se sont dit mais comment est-ce que je vais m'occuper qui va s'occuper de mes lapins quand je serai mort, etc. Ça, c'est pour les animaux domestiques. Mais est-ce que ça passe, cette augmentation du bien-être mental via l'animal domestique, par un intérêt pour le vivant ou simplement par le fait que l'animal est perçu comme la continuation de soi-même et au fond, est-ce que c'est pas simplement lié à sa domesticité? Donc pour répondre à cette question, il faut qu'on aille regarder du côté de la faune sauvage. Et alors sur la faune sauvage, c'est un peu plus discutable, ces bienfaits. Il y a un bienfait qui est extrêmement évident, c'est les oiseaux. Les oiseaux,
le bruit des oiseaux, c'est la mesure en réduction de l'anxiété qui est équivalente à celle du couvert végétal dans la ville, donc à ce qu'on citait précédemment. En revanche, par exemple, la diversité des oiseaux, c'est-à-dire non pas la quantité de bruit qu'ils émettent ou l'impression qu'ils sont nombreux, mais simplement le fait qu'il y ait des oiseaux divers, ça, on n'arrive pas à trouver d'effet sur le bien-être psychologique. Donc en fait, c'est l'abondance des oiseaux dans la ville qui est extrêmement bénéfique au bien-être. Mais on remarque aussi qu'il y a toute une partie de la faune sauvage ou férale, je crois que c'est le terme, entre le sauvage et le domestique, entre les deux, qui a aussi très mauvaise presse. Et alors il y a des études grecques et japonaises qui sont faites et qui montrent qu'au fond, il y a un classement universel des espèces qu'on apprécie. Le top des espèces, c'est de celles qu'on n'aime pas du tout. Alors dans le top des espèces, on trouve le canard, le hérisson, la tortue, les oiseaux chanteurs. Et puis dans le bas des espèces que personne n'aime, au fait, on trouve les moustiques, les rats, les serpents. Donc on voit que cette idée de l'éco-sensibilité, elle n'est pas parfaitement transposable au monde animal, mais par contre, on sait que dans certaines conditions, ça peut avoir des effets bénéfiques extrêmement importants pour réduire l'amnésie environnementale, pour augmenter le bien-être, etc. Et la dernière question qu'on peut se poser, et après j'en arrête là, c'est comment est-ce qu'on essaye d'inclure la présence de toute la faune sauvage, y compris celle qu'on apprécie a priori peu, dans cette démarche d'éco-sensibilisation qui pourrait nous permettre collectivement d'aller mieux tant sur notre santé que sur les bénéfices pour la société. Et ben on remarque qu'il y a à peu près, qu'il y a précisément 4 canaux qui déterminent votre propension à apprécier un animal sauvage ou non et à pouvoir bénéficier d'effets secondaires sur votre santé, sur votre incitation à la transition écologique, etc., à l'observation ou à l'expérience sensible vis-à-vis de cet animal. D'abord, la densité. S'il y a le dépassement d'un certain seuil de densité, on a tendance à moins apprécier les animaux sauvages en ville. C'est l'exemple du pigeon bisé ou du moineau domestique, qui sont considérés comme des animaux mignons, qu'on aime, dont on aime prendre soin, qu'on aime contempler jusqu'à ce qu'il y en ait trop. Il y a les conditions socio-démographiques, c'est-à-dire, désolé, mais en tendance, si vous êtes plutôt une femme, vous serez, si vous êtes une femme, vous serez plutôt moins sensible à la faune sauvage. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont les études. De même, si vous êtes une personne plutôt âgée, vous serez moins sensible. Il y a la question de l'imaginaire culturel, le fait qu'il y ait des animaux qui soient associés à des maladies ou à des maux divers, notamment le moustique ou le rat, chez qui c'est très typique. Et puis, il y a un 4e facteur, c'est le plus important, c'est l'expérience enfantine, dans l'enfance. Vous aurez une plus grande tolérance aux animaux considérés comme étant nuisibles, néfastes, et donc ils pourront vous apporter les bénéfices qu'on évoque, si vous avez été, dans l'enfance, exposé davantage à la nature. Et donc on en revient à ce qu'on disait initialement. La clé, au fond, c'est l'exposition à la nature dans l'enfance, qui permet de créer un cercle vertueux qui vous incite à la transition écologique, qui vous incite à apprécier les animaux dans la ville, lesquels vous le rendent en vous permettant d'aller mieux mentalement, en vous permettant d'être plus heureux dans votre quotidien et d'avoir un plus grand bien-être dans la ville. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut des politiques publiques qui favorisent l'immersion dans la nature dès l'enfance. Voilà. Oui, Benjamin, oui. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur un point que tu as évoqué qui m'a fait sourire. Tu parlais du bruit que font les oiseaux. Et bon, pour moi, ce qui fait du bruit, c'est plutôt une voiture, un oiseau, ça chante, ça vocalise. Et pourquoi je dis ça, c'est que tu as évoqué tout à l'heure, Lucille, la question du confinement. Et en fait, le confinement, c'est super intéressant parce que ça a été une occasion unique pour les naturalistes et les chercheurs d'observer à l'échelle mondiale ce que justement faisait le bruit
sur tous ces êtres vivants, sur les non-humains. Et donc, ce qu'on a montré de manière assez claire, c'est que les oiseaux avaient changé de modalité de chant. Ils se sont mis à... En fait, ils sont obligés, les oiseaux, de chanter différemment pour s'adapter à ce bruit que font les êtres humains. Ils chantent un peu plus fort, il y a un peu moins d'harmonique. Donc, ils doivent chanter plus fort pour dire ce qu'ils ont à dire. Et pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de décibels produits, notamment par les véhicules, par la mobilité humaine, s'est réduit de plus de la moitié. Et donc, les oiseaux sont revenus à des modalités de chant proches des espèces qui vivaient en milieu rural et en campagne. Donc, on voit à quel point l'être humain et les espèces, quand elles sont en ville, changent à la fois leur capacité à chanter, mais aussi parfois leur manière d'occuper l'espace. Chez les mammifères, c'est particulièrement marqué. Pendant le confinement, les animaux qui étaient nocturnes sont redevenus diurnes. Et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a montré que la morphologie des espèces, de certaines espèces, notamment des oiseaux, avait changé pendant le confinement. Ça a été montré chez un oiseau aux États-Unis qui s'appelle le junco ardoisé et qui lui a carrément eu son bec qui a changé de morphologie parce que l'alimentation avait changé, il y avait moins d'êtres humains en ville, donc moins de résidus, de gâteaux, etc. Et donc le junco s'était adapté à cette nouvelle ressource alimentaire, cette ressource a disparu et donc le bec a changé. Donc le confinement, il a révélé ça aussi. Il a révélé que la ville avait des conséquences très fortes sur le comportement, mais aussi sur la physiologie et la morphologie des espèces. Donc ça a été un temps d'expérimentation pour l'être humain assez fort, mais aussi du coup pour les non-humains. Les non-humains ont fait exactement la même chose, ils nous observent et ils se sont servis de ce temps-là pour regarder comment nous on avait modifié notre manière d'occuper l'espace de manière assez rapide. Donc c'est assez marrant je trouve de voir que finalement cette expérimentation s'est faite dans les deux sens et de réaliser à quel point aussi ces comportements ils peuvent être assez plastiques, notamment en environnement urbain. Voilà le petit rebond que je voulais faire. Oui, mais c'est très intéressant. Moi, je voulais vous poser une question et peut-être là-dessus, Henri, ce que vous avez dit, quand vous avez commencé à exposer, vous avez dit, bon, on termine nos études d'architecture avec mon associé et au fond, on se dit que la manière de présenter l'engagement écologique est assez pauvre, ou en tout cas autour de ces enjeux énergétiques. Et donc, on a voulu aller du côté de la complexité, de la biodiversité, etc. Et il se trouve qu'à la Fabrique écologique, la semaine dernière, on organisait un débat sur biodiversité et questions climatiques, et on mesurait effectivement que si aujourd'hui les enjeux de biodiversité sont moins bien traités dans les politiques publiques, c'est qu'il n'y a pas un ou deux indicateurs type empreinte carbone, mais qu'en fait, il n'y a pas d'indicateurs, mais il y a des règles assez simples, et notamment, ce n'est pas un hasard si on dit biodiversité, c'est le respect de la diversité, de la complexité. Par exemple, si on parle de végétal, ne pas mettre des arbres d'une seule espèce qui soient des clones, mais au contraire les mélanger, mélanger les espèces. Et là, on parlait de la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Et si on n'a pas une culture générale naturaliste, si on ne sait pas de quoi ils retournent, si on ne sait pas qu'il n'y a plus de moineaux, mais il y a beaucoup de pigeons, qu'il n'y a plus, je ne sais pas, qu'il y a des mouettes, mais qui ne sont pas des cormorans, etc. Donc je voulais vous interroger là-dessus, sur cette question de la complexité, et peut-être que chacun d'entre vous pourra rebondir. Comment est-ce qu'on donne une place à la complexité animalière dans notre relation à l'animal? Ça me semble être un point essentiel. C'est aussi un peu ce qu'a dit Paul en disant, au fond, il y a des animaux qu'on n'aime pas, puis il y en a d'autres qu'on aime parce qu'ils sont mignons. L'animal n'est pas mignon. Donc comment est-ce qu'on introduit cet enjeu de complexité? Effectivement, non, mais c'est vrai que en tout cas la pensée sur l'écologie dans l'architecture, qui est effectivement pas très complexe sur la notion de l'empreinte carbone, mène par exemple à une espèce de chose un peu dingue pour nous aujourd'hui, qui est l'histoire de l'isolation thermique par l'extérieur, qui a entraîné, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la réduction, enfin en tout cas une des causes qui est donnée pour la réduction du nombre d'oiseaux nicheurs dans Paris et cavicoles, enfin ceux qui se mettent dans des petites, les martinets noirs, enfin voilà, qui s'installent dans des anfractuosités des façades. Une des causes vraiment majeures qui a été donnée pour ça, c'est la rénovation thermique.
la rénovation thermique par l'extérieur et la réhabilitation massive du bâti tel qu'on voit Paris aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont peut-être vécu, mais moi j'ai les images en tête de Paris au moment de la création de Beaubourg, par exemple. Autour de Beaubourg, on voit les façades qui sont fissurées, qui sont un peu dans... La ville est assez vivante, quoi, et un peu usée, abîmée. Et aujourd'hui, Paris, on a l'impression que c'est partout. Enfin, qu'on pourrait faire des défilés de mode partout dans Paris, quoi, quelque part. Donc, parce que la ville est parfaitement propre et continuellement. Non, mais en tout cas, les façades. Enfin, je veux dire, on est continuellement en train de faire les ravalements, de faire les isolations thermiques par l'extérieur, et qui suppriment toutes ces petites anfractuosités, tous ces petits lieux dans lesquels les animaux peuvent nicher. Donc bon, c'est vrai que ça, non, mais ça c'est sur la complexité. Ensuite, sur la présence des différentes, d'une faune un peu riche, c'est vrai que, mais alors je suis pas naturaliste, mais il me semble quand même que, en tout cas c'est ce qu'on a dit ici, par exemple, il y a un point que je trouve assez hyper intéressant, c'est la question des mares. Vous savez, à Paris en 2005, il y a 20 mares qui ont été créées par la municipalité et qui ont été étudiées pendant 3 ans. Donc la mare, je pense que tous, on se dit... Mare moustique, mauvaise idée, voilà. Et en fait, non, la présence des moustiques favorise la présence des oiseaux qui mangent les insectes, et du coup, en fait, il y a une chaîne trophique, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, qui permet une présence d'une diversité d'animaux, et en fait, c'est la diversité des animaux qui permet la régulation. Et là où il y a le plus de moustiques, ça c'est une étudiante que j'ai eue qui faisait une étude là, sur la présence des moustiques, et en fait, elle me racontait que là où il y a le plus de moustiques, c'est dans les zones les plus imperméabilisées, les plus minérales. Parce que justement, il n'y a pas les oiseaux qui vont venir manger les moustiques. Donc il y a peut-être des petites mares, mais il n'y a pas les oiseaux. Donc il y a le développement des moustiques. Donc en fait, favoriser la présence d'une diversité d'animaux, c'est très intéressant. Les mares, je trouve que c'est un exemple assez génial. Et... nous, on est en train de réfléchir en ce moment, on fait une petite étude avec une étudiante en anthropologie et un chercheur l'étudiante, elle est en stage chez nous, elle est en co-direction avec un chercheur qui est géographe, qui vient de sortir un livre sur la ménagerie, je suis vraiment nul. Bon. Jean Estebanez, voilà, qui est vraiment quelqu'un qui fait des recherches qui sont très intéressantes sur la présence animale, et on fait une recherche sur les cours d'immeubles, comment la cour peut être un lieu de rencontre avec l'animal, peut être un lieu de présence avec... on va étudier des cours existantes et avec un peu l'idée de développer des dispositifs, que ce soit des fontaines, mares, je sais pas, des éléments qui pourraient venir au cœur du logement, dans la cour, réfléchir à comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce lieu comme un lieu de rencontre aussi. Oui, pareil, pour rebondir sur ce que tu disais quelque part sur notre perception des êtres vivants j'adhère complètement à ce qu'a dit Paul tout à l'heure en introduction. Je pense qu'il faut effectivement mettre le paquet sur l'éducation et la sensibilisation à tout ça. C'est ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle la culture du vivant. Et comment finalement on se reconnecte avec ces êtres vivants-là, comment on se remet à parler d'eux. Et donc il n'y a pas seulement les concepts naturalistes à passer, comme on est en train de le faire là, mais c'est aussi retrouver des affects, retrouver des percepts aussi. C'est quoi le monde dans lequel vit une araignée, par exemple, qu'on a parfois chez soi, comprendre que c'est un monde vibratoire. Donc voilà, rentrer dans cette notion-là, parce que évidemment que ça va conditionner ensuite le statut qu'on va vouloir donner aux espèces, et c'est un peu ce que tu disais en substance en introduction, mais le capital sympathie qu'on va avoir pour ces espèces-là va conditionner notre manière aussi de les protéger un peu plus fortement, voire complètement l'inverse, de leur donner un statut de nuisible. Le terme nuisible, que bien sûr je n'aime pas du tout, pour moi il ne parle pas du tout de l'espèce considérée, il dit beaucoup plus de notre inconfort vis-à-vis de cette espèce qu'une réalité biologique pour le rat ou pour la corneille noire par exemple, et donc qui vient traduire plutôt les difficultés qu'on a à cohabiter avec elle. Le rat, il est assez symptomatique, ça m'a amusé ce que tu racontais en introduction en disant bon, est-ce qu'on va parler du rat, est-ce qu'on va pas parler du rat? Bon, le rat en réalité c'est ni plus ni moins qu'un symptôme de notre manière aussi d'habiter la ville. Il prolifère pas, le rat, il profite tout simplement de ce qu'on lui offre. Il profite du gîte, il profite du couvert abondant. On estime que dans Paris, c'est plusieurs centaines de tonnes qui sont consommées par les rats.
en résidus graisseux, en résidus alimentaires, en insectes aussi, qui sont eux-mêmes parfois considérés comme nuisibles. On a parlé des moustiques, mais on pourrait parler des blattes. Et puis il sert aussi de ressource alimentaire pour des chouettes, pour des hiboux qui vivent quand même dans Paris. Donc il a voilà, ce statut de nuisible qui finalement ne traduit pas réellement ce que sont ces êtres vivants. Donc c'est important, ces concepts naturalistes, et recréer effectivement du lien fort avec ces êtres vivants pour changer de regard et de perception dans nos politiques en tout cas. Et Paul, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on ne pouvait pas transposer notre bonne opinion, enfin ce qu'on dit en termes de santé mentale du végétal sur l'animal, c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont même des espèces qu'on sent qui cristallisent une forme de conflictualité entre l'humain et l'être non humain. En t'écoutant, je pensais évidemment au loup, même s'il n'y a pas de loup dans Paris, hein, mais à la Fabrique écologique, on a fait un groupe de travail sur le loup et ça a été le groupe le plus difficile parce qu'on avait réussi à faire cohabiter, si je puis dire, des éleveurs et des défenseurs du loup. Mais ensuite, lorsqu'il s'est agi de présenter la note, ça a été la conflictualité qui avait été contenue est apparue très directement dans le cadre du débat au moment de la présentation de la note. Donc je pense que c'est important aussi d'évoquer cette question même de conflictualité sur la question de la cohabitation, puisque tu es le plus politique, si je puis dire, d'entre nous là. Comment est-ce qu'on envisage une cohabitation avant de l'apaiser? Est-ce qu'il ne faut pas envisager la conflictualité de la cohabitation avec un certain nombre d'espèces? D'ailleurs, même le débat municipal sur les chiens, il y a eu de la conflictualité. Certaines personnes ne supportent pas l'aboiement, préfèrent le bruit de la voiture. Et certains chiens aboient plus bruyamment que d'autres. Donc, envisageons aussi cet enjeu de conflictualité sur la cohabitation, me semble-t-il. Oui, j'ai dit que ce n'était pas totalement transposable du végétal à l'animal, mais je pense qu'il faut chercher à ce que ça le soit parfaitement. Parce que c'est possible, en tout cas les études scientifiques réalisées en psychologie tendent à démontrer que c'est possible. Et notamment, c'est très puissant sur l'amnésie environnementale. Donc ce que j'évoquais au début sur l'idée que la fréquentation ou la perception que vous avez du vivant détermine votre idée de base de la nature et donc votre propension à la protéger. Là, on sait que pour ce sentiment-là, c'est pas tant la vision de tel ou tel animal qui va faire votre idée de base de la nature, mais c'est l'abondance de la diversité des animaux. Et d'ailleurs, fait très intéressant, on voit que cette référence à l'abondance du vivant, elle diminue dans notre culture de masse. Et je cite dans mon étude pour la Fabrique écologique l'exemple des dessins animés Disney. Blanche-Neige, donc dessin d'animation réalisé en 1937, on voit 22 espèces animales différentes dans les décors en arrière-plan, indépendamment des personnages qui parfois peuvent être des animaux dans les dessins animés Disney. Et Chicken Little, 2007, qui est précisément un dessin animé dans lequel les personnages sont des animaux. Il y a 0 animaux en arrière-plan. Et donc ça, c'est la chercheuse Anne-Caroline Prévost du Muséum d'histoire naturelle qui le démontre et qui évoque l'idée que ce serait le témoignage de cette amnésie environnementale. Au fond, on n'est plus du tout habitué à l'idée que nous sommes faits pour vivre au milieu des animaux. Sur la question de la conflictualité, il n'y a pas de loups dans Paris, mais je crois qu'au XVe siècle, les loups sont entrés dans Paris, pour reprendre le mot de Serge Reggiani, et ça a été un événement extrêmement traumatique. C'était pendant le Grand Froid. Ils ont fait plusieurs morts, et c'est un peu l'origine de la légende noire du loup, qu'on a aussi retrouvé avec la bête du Gévaudan, mais qui sont des événements vraiment des épiphénomènes dans l'histoire et qui ont conduit à condamner en fait un animal parce qu'il y a eu une légende qui s'est construite autour de ça, exactement comme le rat et la peste. Alors même qu'on s'est rendu compte plus tard que c'était pas tant le rat que la puce présente sur le rat qui était à l'origine de la transmission de la peste. On a la même chose avec le moustique et le paludisme, par exemple. Donc moi, effectivement, je suis le plus politique dans le sens où je fais des propositions de politique publique. C'est mon travail à la Fondation Jean Jaurès. Et
j'ai fait une série de propositions qui, je crois, peuvent être utiles en me basant sur ce qu'on observe en France, notamment. Je voudrais vous parler de l'école publique de Saint-Épin. C'est une petite ville de 1400 habitants à côté de Tours. Et son directeur, qui s'appelle Valère Di Tommaso, a décidé de construire une école des animaux, comme il l'a appelé. Alors, bon, c'est une école de 1400 habitants, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, hein, c'est une école primaire, mais il y a 2 chèvres naines, des reptiles, des poissons rouges, des hamsters, des perroquets, des phasmes, et il y a en tout plus d'une centaine d'animaux qui sont présents dans cette école. Et c'est aux enfants de s'en occuper sur leur temps de pause, aux parents d'élèves aussi, qui viennent le week-end, qui viennent le mercredi pour construire les abris et nourrir les animaux. Et puis un peu aux professeurs qui acceptent de jouer le jeu et qui acceptent d'avoir des animaux dans la salle de classe pendant les cours. Et je trouve cette expérimentation extrêmement intéressante parce que je crois qu'elle ne coûterait pas très cher à la puissance publique. Il faut bien sûr veiller au bien-être animal, mais elle ne coûterait pas très cher pour des gains de long terme qui seraient absolument immenses. Je parle de gains de long terme, pourquoi ? Parce qu'il y a une question économique derrière tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure la question de la couverture végétale, dont on sait qu'elle réduit l'anxiété, elle est transposable à la question des sons et des vocalises des oiseaux et non pas des bruits. Et donc, plus vous avez de couvert végétal, plus vous avez votre anxiété qui est réduite. De même, plus vous écoutez les bruits des oiseaux, plus vous avez votre anxiété qui est réduite. Or, cette anxiété, elle coûte extrêmement cher, enfin, ces troubles de santé mentale, ils coûtent extrêmement cher à la puissance publique, à l'État. En France, les dépenses sociales de santé mentale, c'est 27 milliards d'euros par an. Et certaines études, notamment réalisées au Royaume-Uni, montrent que si on atteint un certain seuil de couverture végétale ou un certain seuil de sons d'oiseaux, on a des économies budgétaires qui peuvent représenter jusqu'à 3-4 milliards d'euros pour les dépenses publiques de santé. Et d'ailleurs, cette même étude, donc réalisée en 2017 au Royaume-Uni, essaye d'estimer le gain économique que représente sur les finances sociales la Société ornithologique royale britannique, puisque les Britanniques ont cette grande tradition de l'ornithologie citoyenne. C'est 1,3 million de membres, et on estime que ça contribue beaucoup au bien-être global des Britanniques et à leur santé mentale. Donc ça, c'est des choses qu'on peut développer. Les animaux dans les écoles, les potagers dans les écoles pour la question du végétal. La sensibilisation à l'ornithologie, on peut imaginer des phénomènes dans lesquels, des politiques publiques dans lesquelles on inclut les citoyens. Par exemple, pour les recensements des atlas de biodiversité. La LPO aussi propose des kits pour abriter les oiseaux chez soi. Enfin, pas pour les abriter, mais pour créer des espaces pour que les oiseaux nichent. Donc il y a une multitude de politiques publiques qui sont activables rapidement, qui peuvent être vite mises en œuvre, mais pour lesquelles il ne manque que la volonté politique. Et j'aimerais juste terminer avec un dernier point. Je crois que le levier le plus puissant qu'on peut avoir pour générer cette écosensibilité au végétal et à l'animal, c'est la classe verte dans l'enfance. En France, on a une longue tradition de service public des colonies de vacances, de service public des classes vertes, notamment après le Front populaire et après l'après-guerre, où l'État et les communes participaient au financement de sorties pour tous les élèves pendant plusieurs jours, des immersions dans la nature. Et ce service public, aujourd'hui, il a complètement disparu. Il s'est effondré. Il existe épisodiquement dans certaines collectivités territoriales. Mais encore une fois, c'est un coût budgétaire qui peut paraître dérisoire par rapport aux gains futurs qu'on aurait en capital santé, en capital social, en capital culturel. Voilà. Merci Paul. Oui, je t'en prie, Benjamin. Ouais, sur la question de la conflictualité, moi c'est un sujet que je trouve absolument intéressant et passionnant, parce qu'en réalité, ces frictions, elles sont mises en lumière par ces êtres vivants. En fait, tous ces êtres vivants pour lesquels on estime qu'il y a des conflits, donc là, bon, on vient parler du loup, mais si on revient sur le cas de la ville, on revient sur les corneilles noires, les rats, les sangliers, les moustiques. En fait, ils mettent
ils mettent vraiment l'accent sur la gestion de nos déchets, par exemple, tout simplement, sur des politiques sanitaires aussi, si c'est le cas de certaines des espèces qu'on vient de mentionner. Et donc, en réalité, la question de la conflictualité, elle ne s'envisage pas que sous l'angle de... en fait, il faudrait avoir un regard bienveillant sur ces êtres vivants. Il vient aussi nous interroger sur notre manière de gérer, nous, nos espaces urbains, et peut-être les politiques publiques aussi qu'on met en œuvre. Est-ce que, quelque part, est-ce que c'est normal d'avoir autant de déchets organiques qui se retrouvent dans nos égouts ? Est-ce que le cas du sanglier aussi est assez intéressant en ce sens. On en parle beaucoup. Voilà, il reviendrait en ville. Non, c'est parce qu'on est en train de grignoter tout un tas d'espaces qu'on n'occupait pas. Tu parlais des friches. Typiquement, ils sont dans les friches et donc à chaque fois qu'on vient gagner dans ces espaces, on vient aussi quelque part perturber les territoires qu'ils occupaient. Donc il faut aussi le ramener à nous-mêmes, je crois, cette question-là. Et le deuxième point aussi qui me semble important de rappeler, c'est qu'on fait des généralités. Quand on parle des corneilles, quand on parle du sanglier, on a l'impression que c'est un espèce de truc homogène et que les sangliers, les corneilles se comporteraient toutes de la même manière. Tu as parlé de Frédéric Giguet. Frédéric Giguet, il montre bien ça. Il y a des comportements individuels. Il y a certaines corneilles qui ont des comportements qui pourraient être conflictuels avec l'être humain. Sur le sanglier, par exemple, il y a des études passionnantes qui ont été faites à Bordeaux et qui montrent ça, qui montrent que dans un petit groupe de sangliers, il y a un individu qui est beaucoup plus téméraire que les autres et qui embarque le reste de la troupe. Donc là aussi, c'est intéressant de regarder, de dire, bon, je ne vais pas traiter la question du sanglier uniquement sous le prisme de l'espèce en tant que telle, comme si c'était un truc totalement cohérent, mais plutôt de regarder dans le détail quel est le comportement, quels sont les comportements qui sont problématiques et conflictuels avec l'être humain, et peut-être que la réponse à y apporter n'est pas une réponse globale, mais plutôt une réponse locale. Et c'est là où on revient à cette idée de diplomatie avec les êtres vivants, parce que justement, on a réussi à identifier ce point-là. Voilà le petit rebond que je voulais faire. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Henri, si vous voulez dire un petit mot. Oui. Allez-y. Non, que j'adhère absolument. non, mais c'est vrai que cette idée, enfin, je pense que aussi l'idée qu'il y a une participation citoyenne à l'établissement des atlas de biodiversité, je pense que c'est un point qui me semble assez précieux, ouais, que d'investir, impliquer les gens, mais... Il y a les programmes Viginature du muséum, qui voilà, le sauvage de ma rue, etc., qui permettent de faire ça. J'aime bien rappeler ça, c'est que les sciences naturelles, c'est une des dernières sciences pour lesquelles les amateurs ont un rôle fondamental et continuent de jouer un rôle clé aujourd'hui dans l'amélioration de cette science. 60% des descriptions d'insectes sont faites par des amateurs. Donc en fait, tout un chacun, tous les citoyens peuvent s'impliquer là-dedans. Et donc c'est génial d'avoir encore une science dans laquelle on peut tous jouer un rôle au-delà du plaisir qu'on peut prendre à observer et à s'intéresser à ces êtres vivants. Parce que ça procure aussi, il faut le dire, beaucoup de joie et de plaisir, en fait, tout simplement, à aller vers ça. Je pense que c'est important de rappeler que la France est un grand pays de sciences participatives, comme on dit, et que la Ligue de protection des oiseaux est la plus ancienne ONG environnementale. C'est-à-dire que la passion pour les oiseaux est inscrite dans l'histoire de notre pays. Et peut-être dire deux choses aussi, c'est que lorsqu'on observe les travaux du GIEC donc sur les questions climatiques et ceux de l'IPBES, qui a été créé simplement en 2012, donc avec beaucoup plus de délai que le GIEC créé en 1988, on voit que le travail sur la biodiversité de l'IPBES associe bien davantage la culture des peuples autochtones, la culture au fond qui vient des sociétés, que les travaux du GIEC qui sont excellents, mais qui sont davantage modélisés et techniques. Donc il y a autour des sciences de la nature, y compris à l'échelle mondiale, quelque chose de l'ordre de la cohabitation homme-animal qui se voit par rapport à des civilisations qui ne sont pas la nôtre, mais qui sont celles des peuples autochtones. Ça, c'est un point qui me semble vraiment fondamental. Et du coup, on voit bien comment il faut vraiment organiser ce rattrapage des enjeux de biodiversité par rapport aux questions climatiques. Je crois qu'il est temps de vous passer la parole. Donc, je ne sais pas s'il faut faire circuler. Oui. Donc, Colline fait circuler un micro. Je vous en prie. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour. Pardon. Bonjour, Borsmeyer, je suis ministère de l'écologie.
Merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, je m'interroge quand même sur le thème « Les animaux en ville », dans lequel on mêle domestique et sauvage. Et là, on a beaucoup parlé sauvage. Je crois que Lucille, tu parlais de clientélisme en disant que les politiques municipales avaient fait une espèce de sac avec tout ça. Et donc ma question, c'est est-ce que ça vous paraît pertinent dans ces politiques municipales de parler, enfin de mettre dans un même chapitre dans les programmes, etc., l'animal en ville? Et plus concrètement, peut-être pour terminer sur une question précise plutôt vers Paul, c'est est-ce qu'on a des études qui montrent que les propriétaires, les détenteurs d'animaux domestiques seraient plus sensibles à la faune sauvage dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire plus intéressés ou au contraire plus éloignés de la faune sauvage? Est-ce que ça joue un rôle éducatif? Est-ce que le fait d'avoir des animaux domestiques joue un rôle éducatif par rapport à la faune sauvage? C'est un peu ma question. Sur la question des programmes municipaux, peut-être avant, moi je pense qu'effectivement il est important de distinguer animaux domestiques et animaux sauvages pour la simple et bonne raison que je pense que la détention d'un animal domestique ne répond pas du tout des mêmes logiques chez le propriétaire que l'expérience de la nature ou la sensibilité à la nature, puisque beaucoup cherchent un animal domestique pour des questions d'affection, de soutien psychologique. Et du coup, ça m'amène directement à traiter de la deuxième question. En fait, on remarque que l'animal domestique a un rôle dans la sensibilisation à la question écologique et à l'environnement, à une condition seulement, c'est l'expérience dans l'enfance. Mais que c'est plus discriminant à l'âge adulte. C'est-à-dire si vous avez un chien ou un chat à partir de 20 ou 30 ans, vous ne serez pas plus sensible ou plus éveillé à la question environnementale. Mais par contre, si vous avez fréquenté le vivant dans sa diversité, dans sa richesse, au cours de votre enfance, y compris via des animaux domestiques, là, on remarque des effets. Ouais, peut-être pour compléter aussi ce que disait Paul. En fait, très souvent, quand on parle d'amour des animaux, on pense prioritairement effectivement aux chiens et aux chats. Et clairement, l'être humain pense en premier lieu à ça. Et souvent, c'est un débat, ça cristallise un certain débat. Moi, je vais mettre ma casquette de pur naturaliste. Très clairement, les animaux domestiques, il faut être clair, ont un effet assez significatif sur la biodiversité sauvage. Les chats tuent des millions d'oiseaux tous les ans. Les chiens ont un effet très très fort sur la répartition spatiale des espèces sauvages. Ils ont clairement identifié que c'était une sorte de cousin un peu bruyant et un peu dérangeant dans les espaces naturels. Donc ils transmettent aussi un certain nombre de maladies à la faune sauvage. Donc c'est pas quelque chose qui est assez simple, mais je vois bien qu'à chaque fois qu'on traite cette question-là, on dit bon bah voilà, en fait non, mais vous aimez pas les animaux quoi, globalement, parce qu'on a osé dire que le chat tuait des oiseaux, mais c'est exactement pareil pour les chauves-souris. Il y a une autre question, il y a aussi quelque chose qu'on peut interroger, c'est qu'est-ce que ça vient provoquer aussi dans notre rapport à l'animal, ces animaux domestiques, cette envie constante d'aller j'allais dire les tripoter, mais les toucher, les caresser, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un rapport avec les animaux qui ne soit pas seulement d'aller vouloir absolument les caresser? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver de la joie et créer un attachement et une connexion simplement parce qu'on observe avec une paire de jumelles ces oiseaux? Donc on peut aussi s'interroger à ce que viennent provoquer ces animaux aussi sur notre rapport au monde animal d'une manière générale. Donc ma réponse, pour être encore plus claire, je ne suis pas certain qu'effectivement il faille les mettre dans le même panier, quoi. Voilà. Oui, non, je sais pas sur cette question. Non, mais je reviens sur c'est pas l'animal domestique et tout ça, mais moi je n'arrive pas, j'ai pas vraiment la réponse, mais et j'aurais bien aimé faire l'exposition là-dessus, mais la présence de la ménagerie et juste pareil, un peu de la même manière. Est-ce que, parce que la ménagerie défend que elle présente des animaux et qu'elle éveille l'attention des visiteurs et des visiteuses, enfin des visiteurs, à l'animal qui disparaît en fait. Enfin, aujourd'hui, ils défendent qu'ils ont une action un peu scientifique de présentation de l'animal en disparition. Et ça, je sais pas quel est votre point de vue là-dessus, mais en même temps.
à la fois, si la ménagerie disparaissait, si les eaux disparaissaient, ça veut dire que les Parisiens n'auraient plus du tout cette confrontation au corps animal. J'ai du mal à me positionner là-dessus. C'est encore un autre sujet polémique. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. Non, mais je pense qu'il y a aussi une chose que vous avez dit, Henri, qui est, vous nous avez parlé des abattoirs et au fond de la vie et de la mort de l'animal qui était présent au cœur de la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question du corps de l'animal, de sa vie, de sa mort, par exemple par rapport à ce que disait Paul sur le fait que si on a un animal à 20 ou 30 ans, au fond, on peut aussi l'envisager, j'allais dire, comme une sorte de Duracell, un petit animal en peluche vivant. Mais est-ce qu'on est un pays où il y a beaucoup de liens à l'animal de compagnie, mais il y a aussi beaucoup d'abandon? Donc il y a aussi une relation à l'animal qui mérite d'être installée dans sa complexité, y compris, Benjamin, par rapport à l'animal de compagnie. Je pense que reconnaître l'animal comme être vivant, c'est aussi quelque chose qui est encore peut-être un combat, un défi, un engagement, plus généralement, même au-delà de l'animal sauvage, me semble-t-il. Et pour revenir à la question de l'enfance, on voit bien aussi que cette question de l'animal, souvent elle est ramenée à ça, à cette considération un peu enfantine, parce qu'enfant, on a eu des livres sur l'ours, je sais pas quoi, et donc même adulte, après on continue de se trimballer ça, parce que, ah bon, il s'intéresse aux oiseaux, c'est un truc d'enfant, quoi. La petite discussion qu'on a eue juste avant. Donc on vient infantiliser quelque part cette question du rapport à l'animal. Et même d'ailleurs dans les sciences, tu disais, on a une longue tradition des sciences participatives, c'est clair, mais j'ai envie de dire, on a une longue tradition naturaliste en France. Les premiers naturalistes connus à l'échelle mondiale, en tout cas ce sont des Français, Pierre Bollon du Mans, dès le 16e, voilà, et donc ça a perduré. Mais ce qui s'est passé à un moment donné, et là on revient aussi à la question qui a été traitée par Paul, qui est la question de la sensibilité. On a fini dans les années 90-2000 à enlever totalement cette question du sensible dans les sciences naturelles, aussi parce que ça faisait pas sérieux. Ça faisait pas sérieux de dire ouais, on aime bien observer les oiseaux, on a des attachements, des affects avec eux. Il fallait que ça devienne très statistique. D'ailleurs, c'est marrant d'observer que dans les publications scientifiques, les anecdotes, les observations anecdotiques, tiens, j'ai observé le comportement de telle espèce, ont fini par disparaître totalement pour être réappropriés par les gens qui font des sciences naturelles. Donc, le rapport à l'animal a aussi évolué par la manière dont la science nous les a présentés. Et c'est là où je trouve que les philosophes du vivant ont joué un rôle ces dernières années très important dans le fait de revendiquer, non, en fait, c'est pas un problème de revendiquer qu'on s'intéresse et qu'on est sensible à ces êtres vivants-là, et on n'est pas moins sérieux quand on dit qu'on aime les oiseaux et qu'on est attaché à eux. Vinciane Després, par exemple, l'explique très bien et l'observe de manière assez forte. On va peut-être, on va prendre votre question, et s'il y a une deuxième question, et après, les intervenants répondront, et puis le débat sera terminé. C'est passé très vite. Oui, Patrick Février, donc SNPN. Donc il y a de temps en temps des controverses sur le fait que certains ou certaines installent chez eux des espèces exotiques, dont certaines peuvent devenir effectivement donc envahissantes, donc qui peuvent être des espèces qui deviennent domestiques ou des espèces sauvages qui sont traitées comme s'ils étaient des animaux domestiques. Est-ce que, alors de façon légale ou illégale, est-ce que vous pensez que ce type de comportement est une forme de perversité de l'éco-sensibilité? Question difficile. Est-ce qu'il y a une deuxième question, parce qu'après, il n'y en aura plus d'autres? Non? Oui, très bien. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question qui concerne, je pense, vos 3 domaines de spécialité et que j'ai trouvé un peu moins abordé, qui est l'aspect socio-économique dans la cohabitation des animaux et des personnes en ville, en termes d'espace pour les appartements, en termes de seuil, en termes de comment sont les perceptions des statuts dont parlait Benjamin. Est-ce qu'on a des informations sur ces perceptions socio-démographiques qui entraîneraient une cohabitation plus ou moins importante? Merci. Bon, qui se lance en premier? Je suis désolé, je n'ai pas très bien. Peut-être faut préciser un tout petit peu à quoi.
Quand on parle de cohabitation, c'est aussi comme on est exposé à l'animal, on parle de domestique. Donc, je prends l'exemple à Paris, hein, mais il y a une pression sur le logement, ça suppose d'avoir un espace. Quand on parle d'animaux domestiques, que ce soit des chiens, des chats, est-ce que du coup, il y a, pour des gens qui n'ont pas cet espace-là, plus des sensibilités à des espèces sauvages, et donc une cohabitation qui est différente avec celle des animaux domestiques? C'est plus ça mon point. Oui. Nous, en effet, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on essaie de développer cette recherche qui est un peu précise, mais sur la présence potentielle des animaux dans les cours, ce partage dans les cours. C'est sûr qu'avec la diminution, je pense, un peu générale des espaces, des terrains un peu vagues, parce que il y a cette pression économique la ville va être bientôt tout à fait construite, mais si on arrive à préserver certaines zones, mais je pense que des réflexions, quand même, c'est ce qu'on voit avec des thèses comme celle de Delphine Lewandowski sur les murs, et qui a fait sa thèse en chiffres chez l'agence d'architecture Chartier-Dalix sur la question des murs habités. Il y a une réflexion sur une espèce d'interpénétration des territoires animaux et des territoires humains, donc ça sur des échelles un peu précises. Et moi j'aime bien, quand on a fait l'exposition, on a aussi étudié pas mal de moments dans l'histoire où, à l'Antiquité, où il y avait des présences des animaux, pour le coup de rente, le cochon qu'on tuait, qui était dans la case, je sais pas si on a, pas une case, mais dans la maison des habitants de Lutèce. Après, il y a eu également une présence animale très très forte au 19e siècle pour le déplacement, en fait, qui étaient les animaux, les chevaux qui servaient au déplacement. Donc là, tout à coup, il y avait une nécessité aussi économique d'avoir un animal, mais donc les cours, pour le coup, elles étaient donc on était vraiment au cœur de l'habitation. Les cours des immeubles de Paris, elles étaient vraiment là pour déjà loger les bêtes, mais aussi gérer le purin et tout ça. C'était pas du tout les cours un peu sympas qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment des cours techniques mais pour faire vivre l'animal au cœur dans la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est un peu passé de ça. Il y avait même des vaches, il y avait des vacheries partout pour avoir le lait, il n'y avait pas la pasteurisation, donc il y avait vraiment l'économie a fait qu'il y avait une présence très forte des animaux. Pour moi, c'était une découverte assez étonnante, qu'on se dise toujours, la modernité, c'est peut-être le moment où il y a eu la séparation de l'humain et de la nature et tout ça, mais en fait, non, la ville moderne, historique, c'est le moment où il y a eu, au contraire, l'économie a nécessité la présence de l'animal d'une manière extrêmement forte. Et donc, aujourd'hui, c'est des petites actions. Peut-être qu'en effet, l'action citoyenne, moi, j'ai l'impression, est une direction qui est quand même assez riche, quoi. Réussir à toucher le cœur du logement, faire en sorte que en tout point, on essaie d'étendre un petit peu les territoires animaux, quoi. Moi, c'est un peu ce que j'ai en tête maintenant quand on fait des projets, quoi. C'est toutes les présences, on essaie de pas détruire, évidemment, et puis étendre dès que possible, quoi. Étendre dès que possible les forêts, étendre dès que possible les espaces végétaux. Allez-y. Sur la question des espèces exotiques, est-ce une perversion de l'écosensibilité, comme les perruches? Moi, je suis pas compétent scientifiquement pour répondre sur le fond. En tout cas, mon intuition, c'est que si on cherche à détenir une espèce exotique en raison de sa rareté ou du prestige qu'elle incarne, on est dans un rapport à l'animal qui est un rapport de propriété, qui est un rapport de spectacle et de performance au fond. Et on est déjà dans une forme de perversion d'un rapport à la nature qui est plutôt un rapport à soi-même. Et voilà. Mais c'est une intuition. Et sur la question des considérations socio-démographiques, alors il y a le chiffre que j'ai cité, c'est à savoir que en général, la tolérance à la faune sauvage est plus accentuée chez les hommes et chez les personnes jeunes. Et alors, mon autre intuition, cette fois-ci, s'agissant des animaux domestiques, c'est que pour avoir un chien à Paris,
il faut déjà avoir un certain niveau de revenu, parce que ça engage quand même des ressources et du temps libre, qui est accessible à partir d'un certain niveau d'élévation sociale. Voilà ce que je pense. La perversion. Non, mais on revient en fait à l'éternel sujet qui est le rapport à l'animal, celui de l'avoir à proximité, celui de le contrôler, celui de pouvoir le toucher. Et donc, ma conviction personnelle, c'est plutôt d'essayer de retrouver ce contact avec les espèces sauvages qui, elles, ne demandent rien, qui n'ont pas spécialement souhaité d'être détenues en captivité. Et encore une fois, je crois qu'on peut tisser du lien avec ces espèces sans forcément les avoir en captivité. C'est intéressant de lire l'histoire personnelle, justement, des naturalistes qui ont marqué un peu notre histoire, justement, pour voir comment ils ont émergé. Et de ce que je me souviens, il y a rarement ce truc de j'avais tel animal tout le temps à côté de moi, un chien, un chat ou une espèce exotique, et qui a généré ensuite cette envie de combattre et de mener des luttes. Il y a eu plutôt, par contre, la question de la collection. Très souvent, ça a démarré un peu comme ça. Je ramassais des roches, je me suis mis à les collectionner, j'ai eu envie de les identifier, ou j'ai voulu voir ce qu'il y avait dans mon jardin, une première espèce, puis une deuxième, puis une troisième. Donc plutôt la question de l'enquête qui a été génératrice d'une stimulation intellectuelle et l'envie d'eux, plus que cette perversion à vouloir avoir chez soi des animaux exotiques, qui effectivement posent aussi un certain nombre de problèmes sanitaires, potentiellement, d'invasion biologique par la suite. On le voit bien avec par exemple les perruches à collier, et qui génèrent après d'ailleurs d'autres problèmes, parce qu'ils rentrent en conflit avec les espèces locales. Et donc on peut avoir des naturalistes qui disent peut-être qu'il faut faire disparaître ces espèces exotiques qui deviennent envahissantes, et puis d'autres qui ont créé et qui ont tissé ce lien avec ces perruches. Mais non, c'est une espèce qui est belle, nous on est content de la voir en ville, etc. Donc ça vient créer des débats qui sont pas très simples à traiter. Bien, eh bien, merci beaucoup à vous trois. Et merci à vous tous d'avoir été là. Je crois qu'on ressort de ce débat avec l'envie d'enquêter, l'envie d'en savoir plus aussi. On s'aperçoit qu'on ne sait pas encore grand-chose sur cette question de l'animal en ville, qu'il faut aller regarder, trouver ce qui est invisible. Et puis, comme vous l'avez dit, bien différencier aussi ce qui relève d'une relation immédiate, affective, humanisée, anthropologisée à l'animal, et la réalité de la reconnaissance de ce qu'il est. Je crois que c'est ça qui est important. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain débat en avril.